8 previews. 4 jours en 4 jours, les 8 previews bien sûr. Yes sir. Comment ça va Alex? Bah ça va bien, impeccable. Nous sommes en avril. Eh oui. Ne te découvre pas d'un fil. Le proverbe. Hein. Surtout si tu joues encore le play-in. C'est que ça rime presque. Franchement, il faudrait revoir la langue française. Elle est incroyable cette expression. Parce que bon, évidemment, il y a des équipes qui sont déjà en play-off là. Peinard. Au moment où on fait cette vidéo, il y a des équipes qui sont en play-in qui aimeraient bien. Qui sont là genre yes, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Schroeder. Et voilà, c'est ça exactement. Schroeder for 3. Bang. Allez, Let's go. c'est Pardon, Schroeder. Schroeder. Et il y a des équipes qui ne sont pas en play-off évidemment, hein, qui sont déjà à Cancun. Voilà. Salut les Blazers. Salut Salut les Kyrie. Mavs. Salut Damian. Les Mavs sont pas en play-off. Ouais. What? Salut Bradley Bill, salut Jalen Green, salut toute la clique. Vous êtes en vacances, mais vous pouvez quand même regarder ces previews. Ce sont les 8 previews en 4 jours. Quoi? Les playoffs démarrent ce samedi. Les playoffs 2023 démarrent ce samedi. Au moment où on parle, il y a des matchs de play-in tournament. Au moment où cette vidéo est tournée, on sait notamment que les Lakers affronteront les Grizzlies et que les Hawks battront, après avoir battu Miami, vont affronter les Boston Celtics. T'as vu, ça se permet tout de suite. N'empêche que Jimmy Butler là... Shut up! Hop, 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 hop. Faut pas, hein, faut quand tu parles avant les matchs. Jimmy Butler, en plus, c'est pas le match de sa vie qu'il a fait. Enfin, tout à fait. Comme dirait certains joueurs d'Atlanta, hein, on pourrait reprendre des phrases de Pierre Anderson. Anderson. Le coup d'updater nos apéros sur les franchise players, ça. Hein. Ou sur le top 100 all-time, tout à fait. Nous sommes d'accord. Bam! De toute façon, c'est simple. On est en play-off. Il n'y a que des conclusions hâtives de fous furieux. On est en feu total. Vous avez été nombreux à remplir votre bracket des play-offs. Ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce samedi, début des play-offs 2023. 4 matchs samedi, 4 matchs dimanche. Des horaires assez chouettes. Bah, il y a 2 matchs à chaque fois, minimum 2 matchs, que souvent le troisième est vers minuit, donc ça reste encore très, très honnête. Mais ouais, il y a 2 matchs en prime time français, quoi. Fuseau horaire de Châteauroux, quoi. Exactement. Donc, on va suivre tout ça de très près. Et qui va ouvrir le bal? Philadelphie contre Brooklyn. Série entre le numéro 3. Bien, tu dis ça genre en mode, bah bien sûr, bah, obligé. Philadelphie, KD, Brooklyn. Kyrie, The grosse série. Ben Simmons. The grosse série du premier tour. Il y a tout le monde. 3 versus 6. Philly 3e, Brooklyn 6e. Les previews, celles et ceux qui les connaissent depuis longtemps, oh là là, vous pouvez craquer vos doigts. On attend vos pronostics en commentaire. Ceux qui débarquent, Alex, on va expliquer classique de chez classique. On va commencer avec la dynamique des deux équipes, où on rappelle un petit peu comment ces franchises arrivent en playoff. Voilà, c'est ça. Dans quel état? On fait un petit point blessure, parce que c'est quand même très important au moment des playoffs. On regarde la saison dans sa globalité, mais on regarde limite encore plus. Mais c'est pas limite, c'est on regarde plus le mois de mars. Allez, comment depuis la deadline, quoi. Tu vois, dans quel délire tu es, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as fait des trades à la deadline, éventuellement, dans cette franchise des Nets, il pourrait y avoir 2-3 petits mouvements. C'est la série dont on parle en dont octobre. Il faudrait parler. Mais donc voilà, dans quelle dynamique tu arrives en play-off? On sait que c'est très 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 important puisqu'il est très dur. Enfin, si tu arrives sur des grosses séries de défaites ou que ta défense n'est pas en place, rarement au premier tour de play-off tu vas pouvoir tout ajuster. Ou alors si tu passes en demi, tu craques. Bienvenue chez les Phoenix Suns de l'année dernière. Tout à fait. On va ensuite faire le hashtag Alex pour le point. Exactement, le point tactico-technique. Dans le bureau de Dédèche, on sera ensemble pour parler justement d'un aspect du jeu vraiment propre à la série. Qu'est-ce qui va se passer? Demi-terrain, défense, le banc? Oh là là, on se prend tout de suite pour Doc Rivers et Jacques Vaughn. On va se permettre, ensuite on va sortir les jumelles. On sort les jumelles, on sort un petit facteur X qu'on observe à la loupe. Un joueur. Exactement, un joueur sur lequel on va focus avant le famoso pronostico. Voilà, l'avenir. L'avenir, la petite cote qui va bien. Exactement. Bim bam. Vous avez été nombreux à regarder déjà le classique, cette masterclass absolue avec Léon Salaprod, Simon, Alex et Bibi. C'était le Free Flow spécial science-fiction. Vous pouvez le regarder à nouveau. Je reprends un wording que tu as dit l'année dernière. On se réserve la possibilité de changer nos pronostics par rapport au free flow ou pas? Ou tu restes collé quoi qu'il arrive? Non, tout à fait, non. Bon, là, disons qu'entre le free flow et là, les premiers tours, il y a quand même beaucoup de correspondance en général. Parfois, tu peux te faire avoir parce qu'il y a une grosse blessure qui tombe, ou le play-in s'est pas passé tout à fait comme tu l'avais prévu, donc forcément, bah, tu vas modifier ta série parce que tu te disais, bon, bah, quand même, le Heat, ils vont faire le boulot, tu vois. Ah, donc, il n'y aura pas la preview Boston-Miami. Voilà, Boston-Miami, voilà. Moi, j'étais obligé de barrer, de rayer dans mon carnet, quoi. J'étais là, genre, wow, le Jimmy bracket. Butler, oh.
Bref, donc oui, là par exemple, pour Sixers Nets, honnêtement, celle-là, on pouvait la préparer depuis déjà quelques jours. Hein. Tout à fait. Sauf que vu qu'on est avec vous tout le temps... On aurait pu la tourner le week-end dernier, celle-là. Eh oui, mais malheureusement, vu qu'on a plein de choses en ce moment, on l'a fait direct, tout de suite, après le Free Flow Science-Fiction. Donc, on vous attend, vous, avec vos argumentaires dans les commentaires, votre petit pronostic, pardon. On va pouvoir démarrer ? Allez, on y va. La dynamique des deux équipes. Philly, Brooklyn. On peut parler un petit peu quand même de nos amis de Philadelphie, qui sont quand même plutôt favoris dans cette série. C'est marrant que ces deux équipes se retrouvent dans un premier tour de play-off. Déjà, on peut peut-être commencer par là, parce qu'il y a 1 an et quelques, elles nous ont posé un blockbuster trade en pleine deadline, monstrueux. Les Nets ont toujours James Harden. Les Nets n'ont plus James Harden, les Sixers ont toujours James Harden, et les Nets, eux, ont toujours Seth Curry. Spencer Dinwiddie qui a fait un petit tour, hein. Il a fait un petit périple avant de revenir. Et ils ont encore Ben Simmons, en tout cas sur le papier, son salaire est toujours payé par les Nets. Ne devrait pas jouer la série. Non, il jouera pas. Il jouera pas, tu peux mettre du... Non, tu peux enlever le conditionnel. Hein. Ouais, après c'est la question, c'est sur la NBA ou pas quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et nos amis les Nets, qui quand même sont une équipe qui ces derniers temps nous anime quand même beaucoup les marchés et les transferts. Là, tu voulais commencer par les Sixers, donc on va venir sur les Nets après, mais eux, ils ont beaucoup bougé. Alors que les Sixers, pour en revenir à eux, ils sont dans une continuité intéressante, je trouve. Excellente saison régulière de nos amis de Pennsylvanie. Tout va très très bien. T'es top 3 de la conférence Est. T'étais là où on t'attendait. Tu as un joueur dans son prime absolu, Joel Embiid, en attendant de voir s'il repart avec un trophée en 3 lettres. On ne saura pas avant cette série, en tout cas. Tout à fait. On a le meilleur marqueur de la saison régulière, on a le meilleur passeur de la saison régulière. Et au-delà de ça, on a des Sixers qui sont peut-être... Est-ce que c'est... On se posait la question, Alex, avec Simon pendant le Free Flow, est-ce que c'est la meilleure version des Sixers de ces dernières années en comparaison avec ce qui s'est passé avec le process? Probable. Embiid est vraiment à maturité en plein prime. James Harden n'est plus en plein prime, mais comme tu viens de le préciser, il est quand même le meilleur passeur de la saison régulière, donc ça veut dire qu'en termes de gestion du jeu et tout, il a encore de sacrés borets. Je trouve que la progression de Tyrese Maxey depuis un peu plus d'un an, depuis que James Harden est arrivé, c'est quand même très significatif. On en a parlé à plusieurs reprises, genre l'addition de PJ Tucker à l'été dernier, c'était plutôt intéressant, on l'a vu dans certaines situations. On a vu ce que PJ Tucker pouvait apporter, on va en parler, on va voir dans cette série ce que ça peut donner. Bien sûr, Melton aussi qui a été transféré, qui a été récupéré. Exactement, équipe qui est capable de vraiment bien dominer sur demi-terrain des deux côtés du terrain. Ce qui est en play-off important. J'aime bien le jeu de transition, c'est important. En play-off, ça arrive. De temps en temps, il faut savoir accélérer le rythme, même en play-off et tout. Mais quand on est dans des séries, qu'il y a des ajustements, que les écarts se resserrent en fait quelque part... En fait, je trouve ça très polarisé parfois les playoffs. Soit l'écart se resserre parce qu'une équipe s'ajuste vraiment mieux que l'autre, soit en fait ça explose et tu prends des branlées. Donc, Sixers, franchement, bonne dynamique. Complètement. Après, Brooklyn est sur une bonne dynamique de fin de saison, lorsqu'il a fallu conserver cette place de 6. Quand on a eu le transfert, notamment de KD et de Kyrie, on avait plutôt tendance à se dire « Oh là là, Brooklyn, ça va un peu chuter, attention, Toronto, on the come up, Miami, Atlanta ». Les Nets, ils ont quand même gardé leur place dans le top 6, c'est assez fort avec Le groupe a très bien tenu. Ouais, bien sûr, avec un énorme Mikal Bridges qui a explosé. Bridges a explosé, encore plus que les progrès qu'on avait pu voir à Phoenix, puisque là, il est l'option offensive numéro 1. Série hyper intéressante pour lui, on va en parler. Les Nets, Jack Vaughn et les Nets ont trouvé cet équilibre avec beaucoup d'ailiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes l'effectif des Nets, donc on vient de citer Mikal Bridges, mais ils ont donc gratté Dorian Finney-Smith aux Mavs dans le trade de Kyrie Irving. Avec Mikal Bridges est arrivé Cam Johnson de Phoenix. Ils avaient déjà Royce O'Neal qu'ils avaient gratté, donc ça te fait déjà 4 ailiers un peu sérieux. Joe Harris, Watanabe. Sur les externes, c'est pas un ailier, c'est un arrière, mais t'as quand même Seth Curry. T'as Cam Thomas. Non, bien sûr. Donc là, cette espèce de pool de joueurs qui peuvent scorer, qui peuvent shooter, qui jouent collectif et tout. Ouais. On va voir ça, comment ça se traduit en play-off. Ouais. Mais disons que si tu as une rotation, c'est un peu la qualité et l'inconvénient des Nets. Si tu fais ta rotation de 8-9 là, que t'es dans ta dynamique, t'es là, t'es en train de réfléchir, t'es Jack Vaughn et son staff. Ta rotation de 8-9 pour les playoffs, franchement, il y a 6 ou 7 ailiers là-dedans. Oui, de toute façon, ils ont décidé de jouer comme ça. Ils ont dû beaucoup s'ajuster en cours de saison parce qu'en fait, faut se rappeler qu'il y a 6 mois, le coach c'était Steve Nash et les franchise players c'était Kyrie Irving et Kevin Durant. On a tout
tout chambouler. Et c'est ce qui fait qu'en termes de dynamique, on est aussi sur deux équipes qui, certes, s'affrontent, mais sont pas du tout aux mêmes étapes de leur process en tant que franchise. Brooklyn est en transition. Ils viennent de tourner une page, KD et Kyrie. Donc là, ils essayent de voir Michael, Cam Johnson, tous ces garçons, Nick Claxton, qu'est-ce que ça donne avec ce coach qui va peut-être être notre coach pendant longtemps, Jacques Vaughn, qui fait des super impressions. Et de l'autre côté, la pression, elle est quand même tout autre pour les Sixers, au-delà du fait d'être troisième. La pression, c'est que là, on attend des Sixers qui doivent dominer et gagner, quoi. Il n'y a pas de scénario dans lequel eux se disent... T'as raison, tout à fait. Les Sixers étaient en train de tirer vers le haut. Dynamique. Ils finissent troisième, ils étaient en train de tirer vers le haut. Alors que les Nets ont fini cinquième parce qu'ils se sont... Sixième, pardon, parce qu'ils se sont bien tenus au-dessus de la ligne de flottaison du play-in, et aussi parce que des équipes comme le Heat ou les Hawks ont été incapables de profiter du petit coup de bambou des trades et d'aller les chercher, tu vois. C'est ça. Donc y a un vrai écart, c'est un troisième bien favori. Ah oui. Avec 9 ou 10 victoires de plus en régulière, enfin tu vois, genre quand même. Tout à fait, c'est pas comme la conférence Ouest. Quand tu abordes cette série... Ouest, c'est un délire. Ah bien sûr. Quand tu abordes cette série, il n'y a aucun scénario dans lequel Philly peut se permettre de perdre au premier tour des playoffs. Quand tu vois l'actualité des 6 derniers mois des Nets, perdre au premier tour, c'est déjà très bien de ne pas avoir fait le play-in. Pas du tout dans les mêmes virages de franchise. Non, tout à fait, c'est pas du tout le même virage de franchise. Pour autant, ça va se faut faire. surtout pas que les Sixers s'attendent à des Nets qui viennent en victime. Hein. C'est pas le genre de la maison. Ouais, je suis juste venu jouer. Wow, c'est une de leurs qualités. Déjà avant les trades, on trouvait que c'était intéressant, mais là avec les trades, t'as enlevé le côté superstar de Kyrie et KD, et là t'as vraiment des mecs qui taffent, qui se battent, qui sont là pour progresser. On n'a même pas prononcé le mot Nick Claxton, pardon. Très belle progression sur la saison. Non, parce qu'il y a quand même un pivot. Hein. J'ai parlé que d'ailier, mais il y a quand même un pivot à Brooklyn. Et pas la moitié d'un. Hein. Voilà, un très bon pivot. Qui est dans les courses, que ce soit défenseur ou progression de l'année. Il va avoir des votes pour le défenseur de l'année, je pense. Et en progression aussi. Ouais, peut-être aussi, ouais, tout à fait. Non, c'est sûr, on est vraiment sur une match-up hyper intéressante. Il faut pas les prendre, il faut pas les sous-estimer, ces Nets, parce que eux, ils ont tout à gagner. Alors que les Sixers, ils ont tout à perdre. Donc dans ce genre de situation, attention, il faut vraiment assurer si tu es le favori. Tout à fait, disons que... Si les Sixers, par exemple, défoncent les Nets, on va dire « Ok, les Nets, see you next year ». Si la série est un tant soit peu serrée, on va direct être là en mode genre « Qu'est-ce qu'il fout ? Pourquoi il perd ce ballon ? Tyrese Maxey et Joel Embiid, nanana, et tout, tu vois, genre on va être sûr. » Quelle dynamique terrible pour affronter Atlanta en demi. Voilà, donc sur la dynamique, on est assez clair. On voit comment ça se passe pour ces deux franchises. Hyper intéressant, évidemment, aussi pour Michael Bridges, dont on en parlera, qui non seulement a de la famille du côté de Philadelphie, mais en plus devient le patron des Nets. Ça va être hyper important pour monsieur, je ne loupe aucun match. On va dans le bureau ? Allez, le bureau de Jack Vaughn. Exactement, parce que celui de Doc Rivers, c'est la street. Tactico. C'est l'heure du point tactico-technique. Il n'y a pas de bureau, Doc Rivers. Ah bah non. S'en fout. Ah, pas besoin. C'est une tablette et des Skittles. Dans ce point tactico-technique, c'est simple. Il y a un aspect de cette série qu'on va regarder de très très près. Participer aussi à cette conversation, c'est-à-dire regarder sur les prochains matchs, il y aura forcément un truc sur lequel vous allez dire « J'en avais parlé avec Alex et Bastien, je savais que ça allait être déterminant. » C'est un peu une sorte de clé de la série. Alex, toi, qu'est-ce que tu as observé en priorité ? Un angle axé côté Nets. Comment tu gères le cas Joel Embiid, dans le sens où Joel Embiid est un problème pour n'importe quelle équipe que les Sixers pourraient rencontrer dans ces playoffs. Il l'a montré tout au long de la régulière, il l'a montré l'année dernière également. Enfin, je veux dire, Joel Embiid, c'est pas nouveau. Ça va surprendre personne quand il va recevoir des ballons au poste et qu'il va aller sur la ligne de lancer 12 fois dans le match, tu vois, genre... Minimum. Tu vois, voilà. Et qu'il va mettre des shoots à mi-distance, et qu'il va défendre, enfin bref. Là, je vais laisser de côté l'aspect défensif de Joel Embiid, je vais vraiment me concentrer sur son aspect offensif, le monstre, qui va vouloir foutre 33 pions par match tous les soirs. Brooklyn, donc Nick Claxton, ok, rempart numéro 1, beaucoup moins épais que Joel Embiid, long, peut le faire chier, long, tu vois, sur les shoots, il peut avoir des bons contests et tout, bon protecteur de cercle, tu as des équipes qui jouent Joel Embiid sans protecteur de cercle, on va pas se mentir, c'est pas idéal, mais Nick Claxton tout seul, si Jack Vaughn et les Nets ne mettent pas en place quelque chose, il va pas finir un seul premier quart déjà, ça va être réglé, et puis dans le deuxième quart, il viendra prendre sa troisième, et puis bah... ça sera la merde, tu vois, c'est pas possible, tu peux pas gérer ça comme ça. Donc la question c'est, si t'es les Nets, qu'est-ce que t'essayes de mettre en place ? Est-ce que t'as plusieurs options ? Est-ce que c'est, tu peux pas laisser Claxton tout seul tout le temps ? Non. Donc est-ce que tu pars direct, très vite, on va le voir dès le premier match, moi c'est le premier truc que je vais regarder, les premiers ballons d'Embiid, je vais faire ok, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'on a tout de suite
un Michael Bridges, un Royce O'Neal, on verra qui sera titulaire, un Dorian Finney-Smith, Ils vont faire punir par les autres. qui vient tout de suite fermer pour obliger Embiid Prise à 2. à lâcher la balle le plus souvent possible, dès que c'est possible et tout. Le weak side, comme on dit, hein, donc c'est le côté faible, le côté opposé. Le défenseur, souvent du corner opposé ou du 45 degrés opposé, qui vient aider Ce qui génère. en disant vas-y, PJ Tucker, mets tes 3 points. J'allais dire ce qui C'est laisse quoi, même vas-y, généralement. Tobias Harris, si j'ai envie de dire même. Ce presque. qui laisse généralement PJ Tucker seul dans le corner, c'est le fameux. C'est l'idée. Tucker Maintenant, les corner. Sixers ont montré tout au long de la saison qu'ils étaient capables de faire une ou deux passes en plus pour éviter que ça soit toujours Tucker qui ait à punir, mais que ce soit des Tyrese Maxey beaucoup plus adroits ou des garçons comme Jordan Yang quand il est sur le terrain. Je pense qu'il va jouer quand même contre les Nets. On verra par la suite des playoffs, mais tu vois, genre des mecs adroits ou Harden quand il est costaud et tout. Voilà. Mais comment tu gères? Parce que tiens, les remplaçants de Claxton au poste de pivot, c'est quoi? C'est Nerlens Noel un peu cabossé. C'est quoi? De'Aaron C'est De'Aaron Sharp. C'est de la. Ça, c'est de Non, la viande. Il va en faire de la viande hachée, là. Oh non, c'est un apéro pour Embiid. Donc pour moi, la solution vient des ailiers et des prises à 2. Ces ailiers longs, rapides, mobiles, où on a beaucoup vu les Nets cette saison, enfin depuis le trade, être capables, grâce à la longueur et la mobilité des Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Royce O'Neal, Mikal et tout, d'aller aider et après d'aller courir après l'extra passe pour fermer au mieux les shooters, faire les meilleurs contests possibles. Et puis si possible, si c'est du Tobias Harris pas dans un bon soir ou si tu dois jouer sur PJ Tucker, qu'est-ce que tu veux, c'est toujours mieux que de filer des lancers ou des shoots faciles à Embiid. Hein. Je pense qu'ils vont tenter en effet de la prise à 2 assez rapidement, juste pour voir dès le début de la série. C'est-à-dire, on ne veut pas avoir un Nick Claxton qui se retrouve avec ses 5 fautes en mi-temps, ça va être une horreur. Donc ils vont être amenés à doubler, je pense, assez rapidement, en forçant les Sixers à montrer cette capacité à faire tourner le ballon, en forçant aussi les Sixers à devoir pénétrer, c'est-à-dire pas que du passe, ok, passe, 3 points, mais ça va être aussi à Harden et Maxey de devoir pénétrer lorsqu'il y aura des espaces, qu'il faut en avoir. Je serais curieux de voir si Jacques Vaughn est pas capable aussi à un moment de dire ok, c'est danger, on va essayer ça, mais on va small-balliser le bordel. Ouais. C'est-à-dire, dans Finney-Smith, tu sais quoi, on va te donner un chèque supplémentaire. T'es pivot, mon pote. T'es pivot, alors en défense, on va venir t'aider, ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. On va aller faire chier de l'autre côté du Mais terrain. par contre, quand on va devoir faire sortir Embiid, parce qu'en fait, t'auras le fer à cheval avec les Dinwiddie, Harris, Dorian Finney-Smith, Cam Johnson, Michael Bridges, ça va aussi forcer Embiid et les Sixers à devoir faire des ajustements. Donc, hyper intéressant sur le papier. Je serais pas étonné que Vaughn nous a montré qu'il a ses couilles, il est capable de faire ce genre Et d'impro. il a une grande polyvalence de joueur extérieur. Ouais. Avec beaucoup de qualité de shoot, mine de rien. Donc il a ce genre d'option. Mais clairement, la gestion de Embiid va faire partie des éléments qui sont dans la tête des Nets pour, tu vois, je sais pas, genre te dire, ok, l'idéal, ça serait d'en prendre un Philly sur les 2 premiers, pour essayer de défriter la confiance des Sixers. On sait que là, les Sixers, il y a peut-être un petit angle, tu vois, à dire hop, ils sont pas si sereins en fait. Oh là là, les Nets, c'est tout. Ça fait partie des angles, mais pour ça, tu peux pas te permettre d'avoir Embiid en 36-12. Hein. Ça, pas à chaque match, quoi. Bien sûr. On a fait la prévue l'année dernière de Sixers Raptors où on disait hashtag viande hachée, là, le secteur intérieur de Toronto. On a vu ce qui s'est passé. Il y a eu certaines tentatives d'ajustement. Il y a eu des morts, hein, quand même. Il y a eu des morts. Il y a eu des coudes aussi qui ont volé, et ils s'en souviennent à Philly. Mais on attendait des ajustements de la part de Nick Nurse, mais c'était un peu compliqué forcément face à un monstre pareil. Là, les Nets, c'est encore plus flagrant, quoi. Il y a encore moins de barbac. Il y a encore moins de barbac, de longueur aussi. Ouais. Retenez bien, je pense, la cote à ce qu'il y ait une embrouille entre Nick Claxton et Joel Embiid est très très basse parce que les deux, ça s'est déjà frité, ils s'aiment pas. Et franchement, je serais pas étonné que dès le début de la série, il y ait une mandale qui parte. Moi, je suis Jack Vaughn, j'y écoute. Si tu te fais exclure avec Joel, c'est bien. Moins, voilà. On prolonge. T'as ton extension. Ouais, bien sûr. Y a pas de problème. Ou Cam Thomas va le chercher et va lui foutre. Non, bien sûr, mais voilà. Comment gérer le cas Embiid côté Nets? Sacrée question, évidemment. Je vais partir sur un aspect, évidemment, qui est très représenté partout en NBA, l'adresse à 3 points, mais quand on fouille un petit peu dans les statistiques du côté des Nets et des Sixers, c'est intéressant de noter plusieurs choses. Philly a le pourcentage numéro 1 de la NBA cette saison à 3 points. Ils sont à 39% de réussite. Ils en prennent pas mal, mais c'est pas non plus le haut du panier à la Warriors, etc. En volume, tu veux dire. En volume. C'est-à-dire qu'ils en prennent, ils sont 16e de la ligue en prix,
ils sont 12e de la ligue en rentrée, mais leur efficacité, ils sont numéro 1. Si tu regardes du côté de Brooklyn, les mecs, si je dis pas de conneries, ils sont 5e de la saison à 3 points, avec un volume pourcentage. en pourcentage, tout à fait, avec un volume qui est un peu plus important, ils en tentent davantage. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que tu parlais là de cette longueur de bras, notamment de ces nets et de ces efforts qui sont faits. Brooklyn autorise que le 21e pourcentage à 3 points cette saison. C'est-à-dire que lorsqu'il faut faire les contests et aller faire chier, ils y vont. Alors que Philly autorise le 5e pourcentage. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'il faut faire confiance à la rotation d'un Harden, d'un Maxey, d'un autre garçon, ça peut vite être touchy. On avait parlé beaucoup dans l'apéro science-fiction de l'utilisation d'un PJ Tucker dans une série comme ça où c'est un peu bâtard, on sait pas trop défensivement quelle peut être sa plus-value. Il va aider, hein. Mais je suis hyper impatient de voir la capacité des Nets à rentrer leur shoot, celle des Sixers aussi, mais est-ce que Philly va être en capacité de s'ajuster si les contests sont très bons et si, comme tu l'as dit, doublette sur Embiid, passe, ça rentre pas, comment Philly s'ajuste? Oui, comment s'ajuste? Et puis est-ce que Doc Rivers, très vite, il nous fait, vous savez quoi? Il n'y a pas de problème, tiens, viens McDaniels, tu joues. Oui, voilà. Tiens, vous savez quoi? On va jouer avec Melton, Harden et Maxey. Tout à fait. Et Embiid et Tobias, par exemple, mais t'as pas Tucker. Parce qu'en fait, Tucker en défense, comme tu viens de le dire, Et encore que Tucker rentre des 3 points. Hein. C'est plus que Tucker, c'est un joueur aujourd'hui à 4 ou 5 points par match, quoi. Ça peut vite devenir un peu nul, mais pas dans le sens il est nul, ça veut juste nul, #0 sur le terrain, tout à fait. Il y aura aussi l'option où Philly décide de se dire ok, on avait donné la balle à Embiid au poste, mais en fait, on va reprendre le basique pick and roll, qui est le meilleur pick and roll de la NBA. Le Harden Embiid, ils sont vraiment dévastateurs là-dessus. Et donc, comment est-ce que ces jeunes, en fait, ces 6'8", 6'6", là, du côté de Brooklyn, vont à la fois pouvoir aider défensivement et surtout sanctionner à 3 points? Parce que si Jacques Vaughn montre ça, dit les gars, on a été adroit une bonne partie de la saison, on a été bon. Évidemment, c'est des stats globales sur l'année, donc il faut aussi prendre KD à 3 points. Kevin Durant. Il shoot pas trop mal quand même. Tout à fait. Il a ouvert un nouveau club. Tout à fait. Kyrie pas mal. Mais Michael, Cam Johnson et compagnie, ça envoie du steak. Dorian a retrouvé. Il n'y a que Spencer Dinwiddie qui n'arrive pas à mettre un shoot, mais ça, on en reparlera après. Donc, moi, ça va être surtout l'adresse à 3 points, parce qu'on va être sur un jeu de flipper, quoi. Balle à Embiid, essayer de voir comment est-ce qu'on vient doubler. Il faut qu'il y ait un garçon qui soit démarqué. Georges Niang doit faire sa série à 3 points. Oui. Maxey doit faire sa série. Harden ne doit pas hésiter. On a eu des moments où on voyait Harden, il y a un kick-out, il est seul. Et il a parfois ces mauvais réflexes de size up, redribbler. Et t'es là, genre, mec, t'as tué un peu la step possession. Back alors qu'il est ouvert. Allez, je vois le genre. Donc il va falloir, parce que Brooklyn, il n'y aura aucune hésitation. Non, ils vont jouer à fond. Ouais, ils vont y aller. Ouais, je suis d'accord, ils vont jouer dur. Hein. La manière de défendre Joel Embiid, pour comment gérer le cas Embiid pour Alexis Nator, et l'adresse à 3 points sur le long de la série entre les Nets et les Sixers. Voilà les points tacticaux. Technique. On va sortir les jumelles? Allez, hop, clac. Clac, boum. Dans cette section, vous le savez, il y a un joueur en particulier sur lequel on va focus. Vous pouvez prendre n'importe qui. Alex, qui tu as dans ton viseur? James Harden. Ah. Dans le sens vraiment Factor X, dans le sens James Harden n'est pas genre le petit Factor X qui sort du banc évidemment, mais plus dans le sens genre quel va être le niveau de jeu? Quel va être est-ce qu'on va avoir droit au Harden métronome qu'on a vu un petit peu là à Philadelphie, le fameux meilleur passeur de la ligue, mais aussi celui qui, ok, il est plus dans son prime et tout, mais il a encore largement cette capacité à contrôler le tempo d'un match. Oui. Et tu vois, tu as dit le mot tout à l'heure, parce que là, j'ai beaucoup focus sur Embiid dans ma première partie, donc là, c'est plus pour Harden. Embiid dans le sens comment les Nets peuvent le défendre, là, c'est plus Harden en attaque. Tu as dit le mot tout à l'heure, pick and roll. Les Nets ont des joueurs pour mettre en premier rideau sur James Harden, bien chiant. Cap Johnson, Michael Bridges, même Royce O'Neal, tu vois, genre des gars bien chiants. Même Dinwiddie, c'est pas un défenseur de ouf, mais il est assez grand et tout machin. Et en plus, quand ça switch, Nick Claxton, il est quand même assez mobile, et puis sinon, ça sera un ailier quand ça switch pour Harden. Donc, et il va y avoir du pick and roll. Et donc, là, peut se passer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'Harden a, à mon avis, dans ses mains, la plus grosse clé de cette série, à mon avis, c'est que si les Sixers trouvent un Harden, on va voir comment il est au niveau santé. T'as vu, il a fini la saison un peu blessé. J'ai l'impression qu'il va peut-être même pas démarrer à 100% là, tu vois, cette série. Il démarrera pas à 100% la série. Ça, c'est un vrai sujet. Parce que on voit bien que quand Harden n'est pas en mode métronome inspiré, le jeu de Philly
passe énormément, encore plus par Embiid, ce qui est juste logique, mais devient un petit peu plus statique, un petit peu plus stéréotypé. Et ça peut permettre à une défense un peu polyvalente et avec des ailiers longs comme ça de Brooklyn de vraiment devenir chiante. Alors que si Harden commence à foutre un ou deux step back et à glisser 3-4 passes bien senties, soit en kick-out à un Tobias Harris qui fait ficelle, soit à Embiid qui est en train de rouler, là ça va devenir vraiment très compliqué pour les Nets parce que ça va être quoi? Là ils vont vraiment être entre la peste et le choléra en permanence, ça va être quoi? Ah là là, est-ce que je viens aider Nick Claxton qui va être tout seul avec Embiid? Trop tard, flotteur, c'est fini, tu vois. Et là tu as le mec du corner qui vient un peu fermer pour éviter qu'Embiid puisse rouler trop facilement, et bim, la passe dans la seconde, elle est dans les papates de Maxi ou de n'importe qui en fait qui est ouvert. Et donc beaucoup de ces choses là en fait passent dans le jeu de Philly, passent par James Harden. Est-ce que James Harden est le meilleur joueur extérieur de cette série? Tu inclus Michael? J'inclus tout le monde, joueur extérieur de la série. Est-ce que oui? Est-ce que tu inclus Michael? Genre à un moment donné, waouh, c'est James la barbe quoi. Est-ce que le barbu est aujourd'hui moins influent sur une série de playoffs que Mikal Bridges? J'adore Mikal Bridges, mais il a jamais fait une série de playoffs en mode numéro 1, même pas numéro 2, tu vois. Donc là, on va lui demander, potentiellement côté Nets, ce qui serait bien quand même, c'est que Mikal Bridges, il claque ses 20 et quelques points, voire plus par match. Enfin, tu vois, genre qu'il y aille, quoi. Donc on va lui en demander beaucoup. Est-ce qu'il est capable d'assurer attaque-défense? Peut-être. Est-ce que Harden n'a pas des choses dans lesquelles s'embrayer? Est-ce qu'à la fin de la série, on est là, je fais waouh, Harden, on peut dire ce qu'on veut, mais il aura mis 17 points, 12 passes, il a pas trop perdu de ballon. À chaque fois qu'il a fallu, il a fait le bon choix. Il peut vraiment sortir Boston en demi. Tu vois, on va être là, on va faire waouh. Ok, donc là, Boston, ils sont les Hawks, là, comment ils vont faire pour comment les Hawks vont-ils faire? Il fout Bogdan. Dejounte Murray, il va falloir qu'il assure. Non, mais tu vois, donc ouais, je pense qu'Harden a des clés. Parce que si tu veux, Embiid, en fait, je veux dire, même dans un mauvais match, je pense qu'Embiid va rouler sur les Nets. Harden a plus de comptes à rendre. Même si c'est Embiid le franchise player, celui que beaucoup entourent déjà en amont de ses playoffs, c'est what about Harden? Est-ce que Harden nous fait un run de playoff de vrai numéro 2 d'une équipe qui va très très loin? De malin, un peu de briscard. Exactement. Ou est-ce qu'on va se retrouver devant des situations où on va dire merde, encore? Ouais. Oh non, pas playoff Harden. Alors je sais qu'il y a des fans de Houston qui vont nous dire attends, mais c'est une légende ça. Bah, à voir. Ces dernières années, à voir. Et surtout que là, je te dis, vraiment, il y a plein de défenseurs chiants pour lui en premier rideau. Plein. Qui vont switcher, qui vont monter sur lui, qui vont lui mettre la presse. Hein. Moi, je suis Brooklyn, je vois qu'Harden, il n'est pas à 100%. Je suis là, je fais, bah, en fait, limite, on peut le trap de temps en temps. Ou... Enfin, on va y aller, on va lui mettre physique, on va attaquer sur lui. J'allais dire, tu sais ce qu'on peut faire, on peut attaquer aussi sur lui. Et il y a plein de choses, en fait. Brooklyn, c'est sûr, hein, ils vont chercher les switches, ils vont faire... Tiens, Royce O'Neal, joue Harden en ISO, vas-y mon pote. Tu vois, genre, ou good luck. Amène-moi Harden. C'est sûr, on va l'avoir. Bien sûr. Donc, il a vraiment beaucoup de clés. C'est clairement, dès le premier match, là, je vais être là, à chaque fois qu'il va avoir la balle en attaque, je vais regarder sur qui il défend. Parce que Philadelphie va quand même un double problème sur le backcourt. Hein. Tu as aussi Tyrese Maxey qui, parfois, a des absences défensives quand même assez sérieuses. Très sérieuses. Ouais, tu vois, donc... les deux, c'est un vrai facteur. S'il laisse trop cette Curry shooter et que l'autre commence à prendre confiance, ça peut vite être galère. C'est pour ça d'ailleurs que Melton aura sa statue à Philadelphie, parce que s'il n'était pas là, ce serait porte ouverte à Philly depuis quelques mois. Mais oui, très bonne transition, puisque comme tu disais là, il y a moyen de trapper Harden, il y a moyen d'attaquer aussi sur lui. Et alors en joueurs point of attack qui sont capables d'aller dans le tas, Spencer Dinwiddie. Alors, évidemment, on attend grave Mikal Bridges sur cette série. Il y a beaucoup de joueurs des Nets qui disent ça y est, avec cette série, il va passer ce cap. Il va rentrer dans la sphère des vrais stars et on va voir parce que c'est un super joueur. On va se réveiller dans 2 semaines, on va faire what? Jesus. Mikal, Paul George. Ils ont fait, c'est un win-win en fait. Brooklyn a le meilleur joueur du trade. Let's go. En surveillant les Suns dont on parlera dans une autre preview. Mais oui, Spencer Dinwiddie. Pourquoi? Contexte. Il a été récupéré de nos amis de Dallas depuis la trade deadline. Il n'y a pas un shoot qui rentre. C'est très compliqué au niveau des pourcentages. Par contre, ils lui ont donné un rôle que j'adore. C'est cette espèce de créateur point guard qui doit surtout distribuer les ballons. C'est un des meilleurs ratios passes décisives balles perdues de la NBA depuis le All-Star Break. C'est qu'il est très propre. Il est à 9 passes décisives pour 2 ballons perdus. Et il a trouvé ce rôle. Parce que Spencer, depuis le début de sa carrière, c'est get buckets, débrouille-toi. On a vu que c'était quand même assez irrégulier, mais il est malin, il est intelligent. Donc du coup, vu qu'ils ont plus de poste 1 particulier, enfin je veux dire, ils en ont, mais
ils ont pas un meneur à Brooklyn. Non, c'est Dinwiddie. Hein. Du coup, Spencer a potentiellement, si Melton est occupé par des missions type Mikal par exemple, tu peux avoir potentiellement du Harden et ou Maxi qui vont donc te servir de premier rideau. Spencer Dinwiddie, va falloir baisser l'épaule et y aller. Donc tu as de la distribution, tu as de la provocation de lancer parce qu'en fait, à Brooklyn, on a dit Mikal, Cam, Royce, tout ça, bien shooté quand même. Ça reste très très loin de l'arceau, donc attention à pas faire pioncer Embiid. J'avoue. Et donc du coup, un Spencer Dinwiddie qu'on a vu l'année dernière en playoff, avoir des matchs à 10, 8, 12 lancers provoqués avec les Mavs, il a cette capacité. Si Spencer fait cette distribution-là, mais surtout agresse bien vers le panier, je pense que Brooklyn peut vraiment saouler les Sixers. Et puis en termes d'expérience, il y a qui a son XP du côté de... Il y a quoi? Il y a du Royce un peu, il y a Mikal un petit peu quand même, qui a de la finale NBA. Il a fait quand même 2 gros runs de playoff avec les Suns. Il y a Royce un petit peu et du Joe Harris, mais il a quand même connu pas mal de trucs, Spencer Dinwiddie. Donc c'est un des OGs de cette franchise sur lequel Jack Vaughn se repose beaucoup. Très hâte de voir la série. Un peu trop d'ailleurs. Oui. Parfois les fins de match, moi j'étais là, j'ai dit Jack Vaughn, arrête s'il te plaît. Ouais. Arrête l'ISO Dinwiddie là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ce qui va m'intéresser, c'est que si ça se trouve, ils vont trouver la bonne solution. Mais depuis l'All-Star Break, là, moi, il m'a pas mal séduit, pour le plus grand plaisir des fans des Mavs. Monsieur James Harden pour Alex et Monsieur Spencer Dinwiddie pour Bibi. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Vous le savez par quoi on doit finir. C'est l'heure du pronostico, le pronostic time, tout à fait. Dans cette section, on va vous dire l'avenir. Peut-être qu'on va garder le même score et le même vainqueur que sur le Free Flow Science-Fiction. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans cette section, Alex va nous donner d'abord son petit vainqueur avec le score et son explication. Vous allez voir, il y aura de la cote qui va apparaître à l'écran. Je rappelle juste avant que, comme vous le savez, on ne fait pas les bolos et on ne parie pas, Alex, quoi? On ne parie pas l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Exactement. Hein, j'avoue, de temps en temps, sur les pronostics, sur les cotes, je passe un peu à côté, ça peut m'arriver. Par contre, sur ce conseil-là, je suis 100% de réussite. Et bam! Ah, voilà, 100%. Bien sûr. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Je t'en prie. Sixers vont gagner cette série et je pense que par contre, ça va être une série serrée de ouf. Moi, je mets 4-3. Sixers. La cote est à 5,75 là qui s'affiche en bas de l'écran de nos amis de Paris On Sport. Alors c'est pas la cote pour avoir un peu analysé les cotes si on peut dire ainsi. C'est pas la cote la plus probable selon Paris On Sport. La cote la plus probable c'est un 4-1 des Sixers qui est à 2,75. Moi je vois bien Brooklyn s'accrocher. Je vois bien Brooklyn se battre. Je vois bien Brooklyn s'accrocher à n'importe quel petit signe positif pour rester en confiance. Et en plus, on a parlé de James Harden, on a parlé de comment tu utilises PJ Tucker et tout, donc je pense que Joel Embiid va rouler sur Brooklyn, là, de Brooklyn à Philadelphie, ça va être très sanglant parce que ils n'ont pas du tout de quoi le défendre. Ouais. Mais on a vu aussi Philadelphie gagner de justesse, voire perdre des matchs dans lesquels Embiid avait été énorme. On l'a vu un peu cette saison malgré leur très bonne régulière. Je pense que Brooklyn a ce potentiel de ce soir ils ont vraiment bien rentré les tirs et Dinwiddie il allait chercher les fautes qu'il fallait et puis Cam Johnson en fait il a piqué la balle des mains de Tyrese Maxey au bon moment, momentum et bim ils en ont arraché un à Philadelphie dans les premiers, donc Philadelphie va revenir et tout, mais en fait la série elle peut durer comme ça. Et en plus je rajouterais que Jack Vaughn, il m'énerve un peu là sur les fins de match avec Dinwiddie. Bon, je peux pas dire que Doc Rivers soit le mec qui me rassure le plus. Donc on verra aussi les ajustements en cours de série, comment ça va gérer, comment Philadelphie va répondre aux éventuelles prises à deux sur Embiid et compagnie. Mais donc moi je vois une série serrée, mais quand même remportée par Philadelphie. Je pense même que ça peut être un bon truc pour eux pour se lancer dans une grande campagne de playoff. C'est ce que j'allais te poser comme question, il y a à la fois de la confiance pour Brooklyn, mais c'est que t'es sceptique pour les Sixers ou c'est que non, en fait, juste de par la nature de cette série et le scénario, ça va se jouer en 7, mais ça va être un bon tremplin pour eux. Parce que quand tu dis 4-3, moi tout de suite, quand je t'ai entendu dire ça, je me suis dit, oh putain, ça annonce pas du bon pour les demi, quoi. Non, en fait, c'est pas tout à fait. Oui, évidemment, il faudra voir la manière exacte. Quand je dis 4-3, c'est parce que c'est plus, je pense que Brooklyn va être bien plus accrocheur que ce qu'on pense. C'est ce que je pense. Et que certains défauts de ces Sixers peuvent se voir fort. Et donc sur des matchs de manière ponctuelle, sur la globalité de la série, je vois Philadelphie passer. Je mets 4-3 parce que je pense que cette équipe des Sixers, parfois, elle a tendance
à dérailler un peu des bouts et tout, alors que les Nets, ils ont rien à perdre. Qu'est-ce que tu veux, ils vont jouer à fond, ils vont jouer en confiance, ils vont jouer pour essayer de gratter des matchs. Par contre, je pense que ça peut être une expérience très positive pour les Sixers qui se disent « Ok les gars, waouh, on s'en est sorti, ouais, ils nous ont grave fait chier, mais on est prêt, on est là. » J'entends. Et c'est vrai que pour le projet Nets, ça peut être super aussi. De se dire « Wow, en fait, on a tenu en 7 contre une équipe comme ça, c'est du bout trop. » Ça serait une très belle sortie pour eux. 4-2 Sixers. Et c'est marrant, je penche plus vers une option 4-1 que 4-2. Tu as été très complet sur le côté Embiid qui va dérouler, ça, il n'y a pas de problème. J'ai très hâte justement de ces inquiétudes sur fin de match. Certes, Doc Rivers ne me rassure pas, mais il y en a qui ont vraiment connu ces scènes-là. À Brooklyn, ça va être vraiment... Tu sais, parfois je le dis, la lumière peut être un peu trop forte pour certains. On va voir. Ça peut se jouer à pas grand-chose. Le score final de cette série, mais je vois un 4-2. Il peut y avoir 4-1, mais avec des matchs serrés, quoi. C'est ça. Non, mais j'avoue. Et en fait, on n'en voudra pas en fait à Brooklyn parce qu'ils se seront battus, mais de fait, si on s'est ramené dans un money time et que Philly a bien assuré, là, ça leur sert de tremplin aussi pour la demi. Donc, non seulement je vois ça, mais je l'espère pour Philly parce que s'ils font 4-3 pour ces Nets-là avant d'affronter des Celtics potentiellement titanesques, ou les Hawks, mais des Celtics potentiellement titanesques, c'est pas de bon augure. C'est pas de bon augure. Et je sais qu'on a vu, là, c'était avec des potos des Sixers, des fans des Sixers français sur la fin de saison, il y a eu des matchs un peu contre Miami, ou je crois que c'était Milwaukee aussi, on a vu des matchs, et où il y avait tout de suite une sorte de défaitisme un peu en mode, non mais en play-off on fera rien. Pas contre les Nets, quoi. Vraiment, c'est une série qu'il faut gagner. On avait ricané sur Raptors Sixers, ça s'est fini en quoi, 4-1 4-2 4-2, je crois. 4-2. Ouais. Je repars sur le même scénar, où il y a un moment où le meilleur joueur de la série va montrer que c'est très sympa leur collectif, hein, mais non, ça va se terminer. Voilà pour cette section pronostic. Dites-nous ce que vous en pensez. Alex est sur un 4-3 pour Joel Embiid et sa team. Je suis sur un 4-2 pour les poteaux de Philadelphie. Ça veut donc dire qu'on voit les Sixers aller en demi-finale. Oui. On est classique là-dessus. S'ils sont pas en demi-finale, préparez-vous pour l'apéro. Oh putain, l'apéro. Et on se prépare la miniature. Et puis la preview de Nets Hawks, bonjour. Ouais. Dites-nous évidemment vous ce que vous pensez de tout ça, votre pronostic de cette série, et on enchaîne. 8 previews en 4 jours, on se retrouve très vite pour une nouvelle preview de série de playoffs. Des bisous, ciao.